Chaque nuit, quand tu fermes les yeux et que tu plonges dans le sommeil, quelque chose d'absolument incroyable se produit. Ton cerveau, cet organe de 1 kg 500 grammes, fait de chair et d'impulsions électriques, devient le metteur en scène du plus grandiose spectacle théâtral de l'univers. Sans aucun stimulus extérieur, sans lumière, sans son ni contact avec le monde réel, ton système nerveux se met à créer des mondes entiers, peuplés de personnages, chargés d'émotions, de récits et d'expériences aussi réelles que ta vie quotidienne. Tu voles au-dessus de villes qui n'ont jamais existé, tu dialogues avec des gens que tu n'as jamais rencontrés. Tu vis des événements qui défient toutes les lois de la physique et de la logique. Et tout cela se passe dans l'obscurité absolue de ton crâne, dans un théâtre où tu es à la fois l'acteur, le spectateur et l'auteur de la pièce. Mais ce qui frappe vraiment, c'est ceci. Le tiers de ta vie se déroule dans cette dimension alternative de la conscience. Si tu vis jusqu'à 80 ans, 26 d'entre eux se passeront dans le sommeil et 6 de ces années, tu les consacreras activement à rêver. 6 années plongées dans des mondes qui s'évaporent comme de la fumée aux premiers rayons de la lumière matinale. 6 années d'expérience dont la plus grande partie s'efface de la mémoire en quelques minutes après le réveil. Ce n'est pas seulement une curiosité sur l'existence humaine, c'est un mystère fondamental qui remet en question la nature même de la réalité et de la conscience. Pourquoi l'évolution, ce optimiseur impitoyable, a-t-elle conservé un mécanisme qui nous vole le tiers de notre vie et nous plonge chaque nuit dans un état hallucinatoire? Pense-y du point de vue de la survie. Quand tu dors, tu es totalement vulnérable. Tu ne peux ni chasser, ni te défendre contre les prédateurs, ni te reproduire, ni chercher de la nourriture. Pour n'importe quel autre animal dans la nature sauvage, le sommeil est le moment de vulnérabilité maximale, l'instant où la mort peut survenir sans qu'on s'en rende compte. Et pourtant, chaque mammifère sur la planète le fait. Chaque oiseau dort. Même les poissons et les insectes montrent des comportements similaires au sommeil. L'évolution ne conserve pas des traits coûteux sans raison valable. Si le sommeil et les rêves ont survécu à des millions d'années de sélection naturelle, c'est qu'ils remplissent une fonction si importante que leurs avantages l'emportent largement sur le risque immense de l'impuissance. Mais laquelle exactement? Avant de nous lancer dans ce voyage captivant à travers les labyrinthes de la neuroscience et les mystères des rêves, je t'invite à rejoindre notre communauté d'explorateurs. La chaîne Observateur Quantique est ton guide dans un monde où la science rencontre le merveilleux, où chaque découverte soulève le voile sur un nouveau secret de l'existence. Nous explorons non seulement le fonctionnement du cerveau, mais aussi ce que cela signifie d'être un être conscient dans un univers incroyable. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune révélation sur la nature de ton esprit et de la réalité qu'il crée chaque nuit. Et maintenant, avant de plonger plus profondément dans la mécanique des rêves, écris dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. Fais-moi savoir où tu te trouves en ce moment précis, quand nous commençons ensemble l'exploration du théâtre le plus personnel et mystérieux de l'univers. Ce théâtre qui se déroule chaque nuit dans ta propre tête. Ta présence rend ce voyage significatif. Maintenant, examinons ce qui se passe exactement à cet instant magique où tu passes de l'éveil au sommeil. Ce n'est pas un interrupteur instantané, comme éteindre une lumière. C'est un voyage progressif à travers plusieurs états de conscience distincts, chacun avec ses caractéristiques et ses fonctions uniques. Ton cerveau ne s'éteint pas simplement pour la nuit, il passe dans un autre mode de fonctionnement, aussi actif et complexe que ton état d'éveil, mais organisé de manière totalement différente. Les ondes électriques qui pulsent à travers le cortex cérébral changent de rythme et de motif. Les neurotransmetteurs, ces messagers chimiques entre les neurones, modifient leur concentration de façon spectaculaire et toute l'architecture de la conscience se restructure, créant les conditions pour l'émergence de ce phénomène étrange, merveilleux et parfois terrifiant que nous appelons le rêve. La première chose qui se produit quand tu commences à t'endormir,
c'est un changement dans l'activité électrique de ton cerveau. Quand tu es éveillé, ton cerveau génère ce qu'on appelle des ondes bêta, des oscillations rapides du potentiel électrique à une fréquence de 13 à 30 cycles par seconde. Ces ondes sont typiques de l'état d'éveil actif, de l'attention concentrée sur le monde extérieur. Mais quand tu fermes les yeux et que tu commences à te détendre, ces ondes rapides ralentissent. Apparaissent alors les ondes alpha, plus lentes et rythmées, avec une fréquence de 8 à 12 cycles par seconde. C'est l'état d'éveil calme, le pont entre le monde extérieur et l'espace intérieur de la conscience. Tu es encore conscient de ton environnement, mais ton attention commence à se tourner vers l'intérieur. Ensuite vient un moment que tu as probablement vécu de nombreuses fois, mais sur la nature duquel tu ne t'es peut-être jamais interrogé. C'est cet état entre le sommeil et l'éveil, appelé hypnagogie. Dans cet état crépusculaire peuvent surgir des sensations étranges. Tu peux avoir l'impression de tomber ou entendre une voix qui t'appelle par ton nom. Des images visuelles peuvent apparaître, des éclairs de lumière, des motifs géométriques, parfois même des scènes complètes ou des visages. Ce n'est pas encore un rêve à part entière, mais les prémices du théâtre qui va bientôt se déployer. Ton cerveau est dans un état de transition où les frontières entre perception et imagination s'estompent. La réalité commence à se mêler à la fantaisie, créant des chimères d'expériences qui n'appartiennent ni au jour ni à la nuit. Que se passe-t-il au niveau neuronal à ce moment-là? Le système réticulé activateur, un réseau de neurones dans le tronc cérébral qui te maintient en état d'éveil, commence à réduire son activité. En même temps, le thalamus, ce centre de relais qui filtre et transmet habituellement les informations sensorielles du monde extérieur vers le cortex, commence à fermer ses portes. Les signaux provenant des yeux, des oreilles, de la peau, tous ces flux de données sur la réalité extérieure s'affaiblissent et finissent par être presque totalement bloqués. Ton cerveau commence à se déconnecter du monde extérieur, mais il ne s'éteint pas. Au contraire, il se tourne vers des processus internes, le traitement des informations accumulées dans la journée, la réorganisation de la mémoire, des formes profondes d'autoconnaissance et de guérison. Et maintenant, pense à quel point c'est étonnant du point de vue de l'évolution et de l'adaptation. Ton cerveau, cet organe qui consomme 20% de toute l'énergie de ton corps, bien qu'il ne représente que 2% de ta masse corporelle, n'utilise pas la nuit pour se reposer. Il l'emploie pour un autre travail tout aussi crucial. Pendant le sommeil, ton cerveau est aussi actif, et dans certaines phases, même plus actif que pendant l'éveil. Il ne se régénère pas passivement comme un muscle après l'entraînement. Il accomplit activement des fonctions impossibles à réaliser en état d'éveil. Des fonctions si critiques pour ta survie et ton épanouissement que la nature a créé un état de conscience séparé, rien que pour elle. L'une des choses les plus frappantes à propos du sommeil et des rêves, c'est leur universalité et en même temps leur profonde individualité. Chaque être humain sur la planète rêve, mais le contenu de ces rêves est unique à chacun. Tes rêves sont façonnés par tes souvenirs personnels, tes peurs, tes désirs, ton contexte culturel. Ils sont le produit de ton architecture neuronale unique, de ton expérience personnelle de la vie. Et pourtant, les motifs structurels et les mécanismes des rêves sont identiques pour tous. Peu importe que tu sois né dans une mégalopole ou dans un village reculé. Ton cerveau passe par les mêmes stades de sommeil, génère les mêmes types d'ondes cérébrales, utilise les mêmes neurotransmetteurs. L'universel et le personnel s'entrelacent dans le phénomène du sommeil aussi étroitement que les fils de la réalité. Il existe aussi un lien profond entre le sommeil et l'essence même de ce que signifie être humain. Notre capacité à un langage complexe, à une pensée abstraite, à la création d'art et de culture. Toutes ces caractéristiques uniques de l'humanité pourraient être étroitement liées à notre capacité à rêver. Certains neurobiologistes suggèrent que le rêve est l'endroit où le cerveau expérimente de nouvelles associations, où il joue avec des idées et des images dans un environnement sûr, sans conséquences.
c'est une ère de jeu cognitive où la créativité peut s'épanouir sans les contraintes de la logique ou des lois physiques. Peut-être est-ce cet laboratoire nocturne de l'imagination qui a donné à nos ancêtres l'avantage qui a permis à l'humanité de dominer la planète. Mais il y a aussi un côté plus sombre de ce théâtre. Tous les rêves ne sont pas agréables. Les cauchemars, ces terreurs nocturnes qui te font te réveiller en sueur froide, le cœur battant, font aussi partie du mécanisme. Ils ne sont pas une erreur du système, un bug dans le logiciel du cerveau. Ils pourraient remplir une fonction importante, t'aidant à traiter les menaces, à répéter des réactions face à des situations dangereuses, te préparant émotionnellement aux défis de la vie réelle. Ton cerveau crée des scénarios terrifiants, non pas pour te tourmenter, mais pour t'entraîner, pour te rendre plus résilient face aux dangers réels. Même dans les recoins les plus sombres du théâtre nocturne, il y a un but, une fonction adaptative. Et voilà, nous sommes au seuil d'un voyage étonnant. Dans les chapitres suivants, nous plongerons profondément dans la mécanique du sommeil, explorant les cycles et les stades que ton cerveau traverse chaque nuit. Nous dévoilerons la tempête neuronale qui crée les rêves. Nous examinerons la chimie et l'électricité qui transforment l'obscurité en kaléidoscope d'expériences. Nous explorerons pourquoi tu oublies la plupart de tes rêves, quels avantages évolutifs les rêves ont apportés et comment ton cerveau utilise la nuit pour la guérison émotionnelle. Nous ouvrirons les portes du monde des rêves lucides où tu peux devenir le dieu de ta propre réalité et nous explorerons les questions philosophiques les plus profondes. Que nous disent les rêves sur la nature de la conscience, de la réalité et du tissu même de l'existence? Chaque nuit, quand tu fermes les yeux, tu ne t'endors pas simplement, tu franchis un portail vers une autre dimension d'expérience. Une dimension aussi réelle pour ta conscience que le monde dans lequel tu te réveilleras demain matin. Ce théâtre de la nuit, cette fabrique de rêves, n'est pas un simple effet secondaire du cerveau en mode maintenance. C'est une partie fondamentale de ce qui fait de toi un être humain, ce qui te permet d'apprendre, de grandir, de guérir et de créer. Comprendre les rêves, c'est se comprendre au niveau le plus profond. Et ce voyage, nous ne faisons que le commencer. Imagine que chaque nuit, sans que tu t'en rendes compte, ton cerveau entreprend un voyage extraordinaire à travers des paysages changeants d'état, une odyssée qui se répète 5 fois avant l'aube. Ce voyage n'est ni aléatoire ni chaotique. C'est une symphonie soigneusement orchestrée, une architecture précise de phases et de cycles, affinée par des millions d'années d'évolution. Chaque phase a sa propre signature neuronale, son objectif, sa manière de transformer ton esprit et ta mémoire. Ton cerveau ne s'éteint pas simplement pour 8 heures avant de se rallumer. Au contraire, il exécute un programme complexe de maintenance, de réorganisation et de transformation, qui traverse des territoires aussi différents que le jour et la nuit. Ce programme, c'est l'architecture du sommeil. Et la comprendre, c'est comprendre l'un des processus les plus fondamentaux et mystérieux de ton existence. Quand tu franchis enfin le seuil du sommeil, ton cerveau entre dans ce que les scientifiques appellent la première phase de sommeil non-REM, ou NREM 1. C'est le sommeil le plus léger, la zone frontalière entre l'éveil et le vrai sommeil. À ce stade, tes muscles commencent à se relâcher, ton rythme cardiaque ralentit légèrement, et les mouvements de tes yeux deviennent lents et ondulatoires. Les ondes cérébrales passent des ondes alpha rapides de l'état détendu aux ondes θ plus lentes et plus amples, avec une fréquence de 4 à 7 cycles par seconde. Cet état dure généralement de 5 à 10 minutes. Une période courte, mais très importante, de transition. À ce stade, un bruit léger ou un toucher doux peut encore facilement te réveiller. Ta conscience est dans un état étrange entre deux mondes, ni complètement éveillé, ni profondément endormi. Mais ensuite, ton cerveau plonge plus profondément, entrant dans la deuxième phase du sommeil, qui représente environ la moitié de ton temps total de sommeil chaque nuit. C'est là
d'un point de vue neurologique, que tout devient vraiment fascinant. L'activité de ton cerveau est caractérisée par des motifs uniques appelés fuseaux de sommeil et complexes K. Les fuseaux de sommeil sont de courtes rafales d'activité cérébrale rapide durant seulement 1 à 2 secondes, comme de petits feux d'artifice neuronaux illuminant l'obscurité. Les complexes K sont de grandes ondes lentes qui balayent le cortex cérébral, comme d'immenses vagues dans un océan neuronal. Ces motifs ne sont pas de simples artefacts. Ce sont les marqueurs de processus actifs de consolidation de la mémoire, quand ton cerveau prend les impressions de la journée et les transforme de souvenirs temporaires, fragiles, en souvenirs stables et durables, gravés dans la structure même de tes synapses. Pendant cette deuxième phase, ton corps continue de sombrer dans l'inactivité. Ta température corporelle baisse progressivement, ton rythme cardiaque et ta respiration deviennent plus réguliers et plus lents. Les mouvements oculaires s'arrêtent complètement. Tu dors vraiment maintenant et il est plus difficile de te réveiller qu'à la première phase. Mais tu n'es pas encore plongé dans les sphères les plus profondes du sommeil. C'est la phase où tu passeras la majeure partie de la nuit, y revenant encore et encore entre les cycles de sommeil plus profonds et la phase de sommeil paradoxal. C'est comme un camp de base dans une expédition en montagne, l'endroit où tu reviens entre les ascensions vers des sommets plus élevés et les descentes dans des vallées plus profondes. Ton cerveau utilise cette phase comme une plateforme pour des processus plus intenses qui se dérouleront plus tard. Environ 30 à 40 minutes après le début de la deuxième phase, ton cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il plonge dans les abysses les plus sombres de l'océan de la conscience. Tu entres dans la troisième phase du sommeil, non REM, également connue sous le nom de sommeil à ondes lentes ou sommeil profond. Ici, les ondes cérébrales deviennent considérablement plus lentes et plus amples. Ce sont les ondes delta avec une fréquence inférieure à 3 cycles par seconde. Ces ondes massives et lentes déferlent sur le cortex en motifs synchronisés que tu ne verras jamais à l'état d'éveil. Imagine un stade rempli de gens qui se lèvent et s'assoient en vagues parfaitement coordonnées. Et tu auras une idée de la synchronisation neuronale qui se produit pendant le sommeil profond. C'est comme si ton cerveau respirait collectivement, toutes ces régions coordonnant leurs actions dans un rythme lent et puissant. Pendant le sommeil profond, ton corps effectue son travail de restauration le plus important. C'est à cette phase que l'hormone de croissance est libérée en grande quantité, favorisant la croissance des tissus et la réparation des muscles. Ton système immunitaire se renforce. Les toxines métaboliques accumulées dans ton cerveau pendant la journée, y compris des protéines potentiellement nocives liées aux maladies neurodégénératives, sont éliminées par un système de nettoyage appelé système glymphatique. Pendant le sommeil profond, l'espace entre les cellules du cerveau s'élargit jusqu'à 60%, permettant au liquide céphalo-rachidien de pénétrer dans le cerveau et d'évacuer les déchets métaboliques. Ton cerveau se lave littéralement chaque nuit, ce qui est impossible à l'état d'éveil quand tes neurones sont étroitement emballés et traitent activement l'information. Se réveiller du sommeil profond est extrêmement difficile. Si quelqu'un te réveille à ce stade, tu seras désorienté, confus et tu ressentiras un brouillard mental pendant plusieurs minutes. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, et cela montre à quel point l'état de ton cerveau pendant le sommeil profond est différent de l'éveil normal. Pendant le sommeil profond, les zones de ton cerveau responsables de la pensée logique, de la prise de décision et de l'orientation dans le temps et l'espace fonctionnent à un niveau minimal. Tu es dans un état d'inconscience aussi profond que possible, sans anesthésie ou coma. Et pourtant, ton cerveau est incroyablement actif, mais d'une manière totalement différente de l'éveil. Il accomplit un travail impossible à réaliser sous la lumière vive de la conscience éveillée. Environ 20 à 40 minutes, dans cet abîme du sommeil profond, quelque chose d'inhabituel commence à se produire. Le cerveau commence à remonter à la surface. Tu repasses brièvement par la deuxième phase.
Et puis, environ 90 minutes après t'être endormi, tu entres dans une région complètement différente, la phase de sommeil paradoxal, ainsi nommée à cause des mouvements oculaires rapides qui la caractérisent. C'est là que commence la vraie magie. L'activité de ton cerveau s'accélère brusquement, approchant ou même dépassant le niveau de l'éveil. Mais tu es paralysé. Tous les muscles volontaires de ton corps, à l'exception du diaphragme et des muscles qui bougent les yeux, sont complètement immobilisés. Cette paralysie n'est pas accidentelle. C'est une fonction de sécurité cruciale qui t'empêche d'agir physiquement tes rêves et de te blesser ou de blesser ceux qui t'entourent. Pendant la phase de sommeil paradoxal, tes yeux bougent rapidement d'un côté à l'autre sous tes paupières fermées, comme si tu regardais un film invisible. Ton rythme cardiaque devient irrégulier, ta respiration s'accélère et devient superficielle, et ta tension artérielle fluctue. Ce ne sont que des signes de l'activation intense du système nerveux végétatif qui se produit pendant cette phase. Mais le plus important, c'est que ton cerveau crée les rêves les plus vifs, les plus narratifs, les plus étranges et les plus mémorables de toute la nuit. Les zones du cerveau liées aux émotions sont extrêmement actives. Les régions visuelles de ton cortex s'illuminent intensément, générant les images qui peuplent tes paysages oniriques. C'est ici, dans cet état paradoxal où ton cerveau est éveillé, mais ton corps dort, que se déroule le spectacle le plus étonnant de tous. Étonnamment, ton cortex préfrontal dorsolatéral, le centre exécutif de ton cerveau, responsable de la logique, de la pensée critique, est relativement inactif pendant la phase de sommeil paradoxal. C'est pourquoi tes rêves peuvent violer les lois de la physique sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi tu peux accepter les situations les plus absurdes comme parfaitement normales dans un rêve. Ton moi onirique manque du filtre critique que tu utilises le jour pour évaluer si quelque chose a du sens. Pendant la phase de sommeil paradoxal, tu vis pleinement l'instant présent, sans te poser de questions sur les contradictions, sans évaluer la plausibilité, en vivant simplement l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. C'est cette suspension du jugement critique qui rend les rêves si émotionnellement intenses et étrangement convaincants tant que tu y es. Ce premier cycle de sommeil paradoxal est relativement court, peut-être seulement 5 ou 10 minutes, mais ensuite ton cerveau repasse par les phases, replongeant dans le sommeil profond, bien que cette fois moins profondément qu'avant. Et ainsi, le cycle continue toute la nuit, environ toutes les 90 minutes. Mais il y a un modèle important à comprendre. Au fil de la nuit, le rapport entre les phases change radicalement. Dans les premiers cycles, tu passes beaucoup de temps en sommeil profond et peu en phase de sommeil paradoxal. Vers le matin, ce modèle s'inverse complètement. Dans les derniers cycles, il y a presque plus de sommeil profond et les périodes de sommeil paradoxal deviennent de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 30 ou 40 minutes. C'est pourquoi les rêves dont tu te souviens le plus souvent datent de la période matinale. Ils sont les plus frais et les plus longs. L'architecture précise de ces cycles témoigne de la profonde sagesse de la nature. Ton cerveau n'a pas besoin de tout faire en même temps. Au lieu de cela, il priorise différentes fonctions à différents moments de la nuit. Dans la première moitié de la nuit, quand le sommeil profond domine, ton corps se régénère, ton système immunitaire se renforce et les souvenirs factuels se consolident. Dans la seconde moitié, quand le sommeil paradoxal prend le dessus, ton cerveau traite les émotions, intègre les nouvelles expériences dans ta compréhension existante du monde et affine les compétences motrices. C'est une division du travail temporel, une architecture évolutivement optimisée qui maximise les avantages des deux types de sommeil dans les contraintes d'une seule nuit. Si ton sommeil est interrompu, si tu ne complètes pas ces cycles, les conséquences sont graves et se manifestent rapidement. Une seule nuit de sommeil fragmenté peut affecter ta mémoire, ta régulation émotionnelle, ta prise de décision et ta santé physique. Le manque chronique de sommeil, qu'il s'agisse de quantité ou de qualité, est lié à presque tous les grands problèmes de santé. Maladies cardiaques, diabète, obésité, dépression, démence.
Il ne serait pas exagéré de dire que respecter l'architecture de ton sommeil, en permettant à ces cycles de se dérouler pleinement, nuit après nuit, est l'une des actions les plus importantes que tu puisses entreprendre pour prendre soin de toi. Ton cerveau a besoin de ce voyage nocturne complet, des rivages calmes du sommeil léger aux abysses du sommeil profond et aux paysages surréalistes du sommeil paradoxal, pour que tu puisses fonctionner comme un être humain complet. Pense à la beauté de ce système. Sans apprentissage, sans instruction consciente, ton cerveau exécute ce programme complexe chaque nuit de ta vie. De ta naissance à ta mort, ce ballet neurologique se déroule dans l'obscurité de ton crâne. Invisible, mais nécessaire. C'est un rappel que tu es bien plus que ton esprit conscient et éveillé. Des processus profonds et sages travaillent sous la surface, prenant soin de toi, te soutenant, te transformant pendant que tu dors. L'architecture du sommeil n'est pas seulement un phénomène biologique, c'est un chef-d'œuvre de l'évolution, un témoignage de la complexité et de l'intelligence inhérente à la vie elle-même. Dans le chapitre suivant, nous plongerons encore plus profondément dans l'état le plus dramatique de tous, la phase de sommeil paradoxal. Nous explorerons la tempête neuronale qui crée les mondes des rêves. Nous verrons comment 100 milliards de neurones dansent en motifs sauvages pour générer des récits, des émotions et des expériences qui rivalisent avec la réalité elle-même. Le voyage ne fait que commencer et les découvertes les plus étonnantes sont encore à venir. Chaque nuit, environ 5 heures avant l'aube, ton cerveau se transforme en quelque chose d'extraordinaire. À ce moment, 100 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers de voisins, commencent à s'activer de manière rapide et chaotique, ce qui ne se produit jamais à l'état d'éveil. L'activité électrique dans le cortex cérébral devient si intense qu'elle rivalise ou même dépasse l'activité que tu éprouves quand tu es complètement éveillé et alerte. Et pourtant, tes yeux sont fermés, ton corps est paralysé et tu es totalement inconscient du monde extérieur. Dans cet état paradoxal, ton cerveau fait quelque chose d'étonnant. Il crée des mondes entiers à partir de rien. Il construit des paysages, les peuples de personnages, génère des intrigues complexes, suscite des émotions intenses, et tout cela sans aucun signal sensoriel du monde réel. Bienvenue dans la fabrique des rêves, la tempête neuronale la plus extraordinaire de l'univers connu. Pendant la phase de sommeil paradoxal, ton cerveau devient à la fois metteur en scène, architecte, scénariste et compositeur, mais il le fait sans conscience, sans planification intentionnelle, sans le contrôle exécutif de ton moi éveillé. C'est une création automatique, une génération spontanée de réalités alternatives émergeant du chaos organisé de l'activité neuronale. Pour comprendre comment c'est possible, nous devons examiner quelles zones spécifiques de ton cerveau s'activent pendant la phase de sommeil paradoxal et lesquelles se désactivent. C'est ce modèle d'activation et de désactivation qui crée la nature particulière des rêves, leur étrange mélange de vivacité émotionnelle et d'absurdité logique, leur capacité à sembler totalement réelle, bien qu'ils violent toutes les lois de la physique et de la probabilité. Commençons par les zones qui sont extrêmement actives pendant la phase de sommeil paradoxal. Ton thalamus, ce centre de relais sensoriel qui bloquait les informations extérieures, pendant le sommeil profond, s'ouvre à nouveau, mais pas pour laisser entrer le monde extérieur. Au lieu de cela, il envoie des signaux générés en interne vers ton cortex cérébral comme s'il transmettait de vraies informations sensorielles. Ton cortex visuel, en particulier les zones responsables du traitement du mouvement, de la couleur et des formes complexes, s'anime d'une activité intense. Ce sont les mêmes zones que tu utilises pour percevoir le monde quand tu es éveillé. Et maintenant, elles génèrent des images vives sans aucune entrée de tes yeux. C'est une hallucination pure, mais si convaincante que pendant le sommeil, tu ne doutes jamais de sa réalité. Les paysages que tu vois, les visages que tu reconnais, les couleurs que tu perçois, tout cela est généré de l'intérieur, projeté sur la toile de ta conscience par l'activité spontanée de millions de neurones visuels.
Ensuite, il y a ton système limbique, l'ensemble des structures cérébrales profondes responsables des émotions. Pendant la phase de sommeil paradoxal, l'amygdale, le centre de traitement de la peur et d'autres émotions fortes, est plus active qu'à l'état d'éveil. L'hippocampe, crucial pour la mémoire, est également activé, rejouant et réorganisant les souvenirs de la journée et de toute ta vie. Ces structures ne sont pas simplement actives, elles sont hyperactives, générant des expériences émotionnelles intenses typiques de nombreux rêves. C'est pourquoi les rêves peuvent être si émotionnellement puissants, pourquoi tu peux éprouver une terreur absolue, une joie euphorique, une tristesse dévastatrice ou un amour consumant avec une intensité que tu ressens rarement à l'état d'éveil. Ton cerveau émotionnel fonctionne à plein régime, sans les freins du contrôle rationnel qui modèrent habituellement tes réactions émotionnelles. Maintenant, examinons ce qui est désactivé. Et c'est tout aussi important pour comprendre la nature des rêves. Ton cortex préfrontal dorsolatéral, la zone juste derrière ton front, responsable de la logique, de la pensée critique, de la planification et de la conscience de soi, est relativement inactive pendant la phase de sommeil paradoxal. C'est la zone qui te permet normalement d'évaluer les situations, de détecter les incohérences, de maintenir un sentiment cohérent de soi et du temps, et de penser de manière critique à ce que tu ressens. Sans son fonctionnement complet, ton moi onirique devient crédule, acceptant sans question les situations les plus farfelues. Tu peux voler et ne pas te demander « Comment est-ce possible ?» Tu peux rencontrer des personnes mortes depuis longtemps et ne pas réaliser que c'est impossible. Tu peux te trouver à plusieurs endroits ou être plusieurs personnes en même temps et accepter cela comme parfaitement normal. Le gardien de la logique dort et en son absence, ton esprit peut vagabonder dans des territoires interdits à l'état d'éveil. C'est cette combinaison d'hyperactivité émotionnelle et visuelle avec la désactivation de la pensée critique qui crée l'expérience unique du rêve. C'est comme un moteur de créativité fonctionnant à pleine vitesse sans mécanisme de contrôle qualité qui filtrerait normalement les idées absurdes. Le résultat est une explosion de récits impossibles, d'associations étranges, de métamorphoses fluides où les gens, les lieux et les temps se mélangent et se transforment sans contrainte. Ton cerveau crée des associations libres, reliant des souvenirs, des émotions et des idées d'une manière qui ne surgirait jamais à l'état d'éveil. Certains scientifiques pensent que c'est là la fonction des rêves. Permettre à ton cerveau d'explorer l'espace des possibles sans les contraintes de la réalité, créant de nouvelles connexions, de nouvelles perspectives, de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Mais comment les neurones créent-ils exactement le contenu narratif? Comment l'activité électrique se transforme-t-elle en une histoire avec des personnages, des conflits et des résolutions? La réponse réside dans la manière dont ton cerveau organise et stocke l'information. Tes souvenirs ne sont pas stockés comme des fichiers vidéo complets quelque part dans ton cerveau. Au contraire, ils sont distribués à travers des réseaux de neurones. Différents aspects d'un souvenir sont stockés dans différentes zones. Pendant la phase de sommeil paradoxal, quand ces réseaux s'activent de manière plus ou moins aléatoire, des fragments de différents souvenirs s'activent simultanément. Ton cerveau, conçu pour chercher des motifs et créer de la cohérence, prend ces fragments épars et les assemble en un récit. C'est comme un poète surréaliste qui découpe des mots dans différents journaux et les colle ensemble pour créer un nouveau poème. Du chaos émerge un sens, mais c'est un sens différent de celui du récit logique et linéaire de l'éveil. Considère aussi le rôle du neurotransmetteur acétylcholine pendant la phase de sommeil paradoxal. Cette substance chimique, cruciale pour l'apprentissage et la mémoire, atteint des niveaux très élevés pendant le sommeil paradoxal, comparable au niveau d'éveil actif. L'acétylcholine favorise la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité des connexions entre neurones à se renforcer ou à s'affaiblir. Pendant le sommeil paradoxal, ton cerveau restructure activement ses propres connexions, renforçant certains synapses et en affaiblissant d'autres
en fonction de tes expériences de la journée. C'est l'un des mécanismes clés de la consolidation de la mémoire. Les rêves peuvent être le phénomène subjectif accompagnant ce processus objectif de réorganisation neuronale. Ce que tu perçois comme un scénario onirique peut être la représentation consciente de ton cerveau, déplaçant des informations, réorganisant des catégories, intégrant de nouvelles expériences dans des structures de connaissances existantes. En même temps, d'autres neurotransmetteurs sont à des niveaux inhabituellement bas pendant le sommeil paradoxal. La noradrénaline, liée au stress et à l'attention focalisée, est presque totalement absente. La sérotonine, qui module l'humeur et la perception, est également réduite. L'absence de ces substances chimiques modulatrices peut expliquer pourquoi les rêves ont une nature si fluide et changeante. Pourquoi les transitions entre scènes sont si abruptes et sans problème. Pourquoi les transformations impossibles se produisent sans résistance, sans les neurotransmetteurs qui stabilisent normalement ta perception et maintiennent ton attention. Ta conscience onirique flotte librement, se métamorphose, suit chaque association, peu importe son insignifiance ou son absurdité. Il y a aussi une dimension temporelle fascinante dans la manière dont ton cerveau génère les rêves. Bien qu'un rêve puisse sembler durer des heures dans l'expérience subjective, la période réelle de sommeil paradoxal peut ne durer que 10 ou 20 minutes. Cela suggère que le temps dans les rêves est fondamentalement différent du temps chronologique. Ta conscience onirique ne suit pas les mêmes règles de séquence temporelle que ta conscience éveillée. Elle peut compresser de vastes récits en de courts instants ou étirer un seul moment jusqu'à l'éternité. Cette flexibilité temporelle est l'une des caractéristiques les plus mystérieuses de la conscience onirique, et nous n'en comprenons pas encore pleinement les mécanismes neuronaux. Peut-être est-ce lié au fait que l'hippocampe, qui marque normalement le temps et ordonne les événements, fonctionne différemment pendant le sommeil paradoxal. La création de personnages dans tes rêves est un autre phénomène étonnant, révélant le pouvoir créatif du cerveau. Ton cerveau crée des personnes entières avec des visages, des voix, des personnalités et des comportements. Il les projette dans ton théâtre mental comme des acteurs pleinement formés. Ces personnes peuvent être basées sur des gens que tu connais, être un mélange de plusieurs personnes ou être totalement inventées. Et pourtant, dans le rêve, elles interagissent avec toi comme si elles étaient autonomes. Elles disent donc des choses qui te surprennent. Elles agissent d'une manière que tu n'attendais pas. C'est comme si ton cerveau lançait simultanément plusieurs agents, chacun avec sa propre logique interne. Bien sûr, tous ces personnages sont créés par ton propre cerveau, mais l'illusion de leur autonomie est si convaincante que tu peux dialoguer avec eux, apprendre d'eux, recevoir d'eux du réconfort ou un défi, comme s'ils étaient des entités séparées de toi. Cette capacité de ton cerveau à créer des mondes entiers peuplés soulève des questions philosophiques profondes sur la nature de l'expérience consciente. Chaque nuit, tu es à la fois le créateur et l'habitant d'une réalité alternative. Tu es l'auteur de l'histoire et son protagoniste principal. Cette dualité est unique à l'expérience humaine et révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de la conscience. À l'état d'éveil, tu expérimentes un monde qui existe indépendamment de toi, limité par des lois physiques objectives. Dans le rêve, tu expérimentes un monde que tu crées moment après moment, et pourtant tu n'as pas l'impression de le créer. C'est une création inconsciente, une authorship non intentionnelle, un univers qui s'engendre lui-même à partir de l'activité spontanée de 100 milliards de neurones organisés en certains motifs. La neurobiologie moderne a montré que même à l'état d'éveil, ta perception du monde n'est pas un reflet direct de la réalité extérieure. C'est une construction, un modèle créé par ton cerveau à partir d'informations sensorielles, mais aussi fortement dépendant de tes attentes, de tes souvenirs et de ton état interne. En ce sens profond et fondamental, tu rêves toujours, même quand tu ne dors pas. La différence est que, à l'état d'éveil,
ton cerveau est contraint de se synchroniser avec le monde extérieur par un apport sensoriel constant. Pendant le sommeil, ces contraintes sont levées et ton cerveau est libre de créer sans référence externe. Mais le mécanisme de construction de la réalité reste essentiellement le même. Les rêves ne sont pas un écart par rapport au fonctionnement normal de ton cerveau. Ils sont une révélation de la manière dont ton cerveau fonctionne toujours, comme un générateur de réalité, un créateur d'expériences conscientes, un architecte d'univers intérieur. Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'une des énigmes les plus frustrantes et fascinantes du sommeil. Pourquoi oublions-nous? Pourquoi ces mondes vifs, ces expériences intenses qui semblent si réelles sur le moment, s'effacent-ils si rapidement après le réveil? Quel mécanisme dans ton cerveau efface les souvenirs des rêves? Et pourquoi l'évolution a-t-elle conservé un système qui dépense tant d'énergie à créer des expériences seulement pour qu'elles soient oubliées en quelques minutes? Les réponses à ces questions nous mèneront plus profondément dans les mystères de la mémoire, de la conscience et des raisons évolutives sous-jacentes à cet oubli programmé. Au cœur de l'expérience du rêve se trouve un paradoxe troublant, une contradiction qui frustre quiconque a essayé de saisir l'essence d'un rêve après le réveil. Tu viens de vivre une aventure extraordinaire, un voyage épique à travers des paysages incroyables, une intrigue émotionnelle intense qui semblait plus réelle que la réalité elle-même. Les images étaient vives, les personnages convaincants, les émotions écrasantes. Et pourtant, quelques minutes après avoir ouvert les yeux, tout commence à s'effacer, comme de la fumée au vent. Tu essaies de retenir les détails, mais ils glissent entre tes doigts mentaux. Quand tu te lèves du lit, tu as oublié 95% de ce que tu viens de vivre. Quand tu finis ton café du matin, même les 5% restants se sont évaporés dans le néant. Pourquoi? Pourquoi ton cerveau dépense-t-il tant d'énergie, tant de complexité neuronale, tant de temps précieux à créer ces mondes complexes, seulement pour les effacer presque immédiatement? Ce phénomène d'oubli des rêves n'est pas un défaut aléatoire du système. C'est une caractéristique évolutive précisément conçue. Un mécanisme aussi soigneusement calibré que n'importe quel autre aspect de ta physiologie du sommeil. Pour comprendre pourquoi nous oublions nos rêves, nous devons d'abord comprendre comment fonctionne la mémoire en général, et en particulier comment le cerveau décide quelle information vaut la peine d'être conservée et laquelle doit être jetée. Ton cerveau n'est pas un disque dur à capacité illimitée. Chaque jour, tes sens bombardent le cerveau d'une quantité astronomique d'informations. Chaque image vue, chaque son entendu, chaque sensation, chaque pensée. Si ton cerveau essayait de se souvenir de tout cela, il s'effondrerait sous le poids de données inutiles. Au lieu de cela, il dispose de systèmes complexes qui filtrent, sélectionnent et consolident seulement l'information vraiment importante pour ta survie et ton bien-être. La formation de la mémoire à long terme nécessite un processus appelé consolidation, dans lequel des motifs temporaires d'activité neuronale se transforment en changements structurels permanents dans les connexions synaptiques entre les neurones. Ce processus nécessite la synthèse de nouvelles protéines, le renforcement des synapses existantes et la création de nouvelles connexions neuronales. C'est un processus métaboliquement coûteux qui demande du temps et de l'énergie. Pour cette raison, ton cerveau est sélectif, consolidant seulement les expériences qui portent des marques d'importance, la nouveauté, la signification émotionnelle, la répétition ou la pertinence pour des objectifs futurs. La plupart de tes expériences quotidiennes ne répondent pas à ces critères et ne sont donc pas transférées de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Appliquons maintenant cette compréhension aux rêves. Pendant la phase de sommeil paradoxal, quand se produisent les rêves les plus vifs, ton cerveau est dans un état très différent de l'état d'éveil. La noradrénaline, un neurotransmetteur jouant un rôle clé dans la consolidation de la mémoire, est presque totalement absente pendant le sommeil paradoxal. La noradrénaline agit comme un signal qui dit à ton cerveau « Cet événement est important, fais attention, souviens-t'en. Sans elle,
même les expériences émotionnelles intenses du rêve ne reçoivent pas la marque chimique qui les désignerait pour la consolidation en mémoire à long terme. C'est comme essayer d'écrire avec un stylo sans encre. Il y a du mouvement, mais il ne reste aucune trace permanente. Ton cerveau vit intensément le rêve sur le moment, mais ne l'enregistre pas de manière à pouvoir être facilement récupéré plus tard. De plus, la zone du cerveau la plus importante pour la formation de nouveaux souvenirs explicites. L'hippocampe, bien qu'actif pendant le sommeil paradoxal, fonctionne dans un mode très différent de celui de l'éveil. Pendant le sommeil, l'hippocampe est occupé à rejouer et à consolider les souvenirs de la journée précédente, et non à créer de nouveaux souvenirs des rêves eux-mêmes. C'est comme un bibliothécaire, si absorbé par le réarrangement des livres existants qu'il n'a pas le temps de cataloguer les nouveaux arrivages. L'expérience onirique est traitée, mais pas archivée de manière à pouvoir être consciemment récupérée plus tard. Ils sont écrits sur le sable, pas gravés dans la pierre. Il y a aussi une raison plus fondamentale et évolutive à l'oubli des rêves. Imagine ce qui se passerait si tu te souvenais de tous tes rêves avec la même clarté et le même détail que les événements réels de ta vie. Tu aurais des souvenirs de vol, de conversations avec des personnes mortes, de séjours dans des lieux impossibles, de vécus d'événements qui n'ont jamais eu lieu. Ces faux souvenirs se mélangeraient à tes souvenirs d'événements réels, polluant ton modèle mental du monde. Tu ne pourrais pas distinguer de manière fiable ce qui s'est vraiment passé de ce que tu as seulement rêvé. Cette confusion serait catastrophique pour ta capacité à fonctionner dans le monde réel. Tu as besoin d'un modèle précis et fiable de la réalité pour prendre des décisions, planifier des actions et naviguer dans ton environnement social. Les souvenirs de rêve, aussi vifs soient-ils, sont des souvenirs d'événements qui n'ont pas eu lieu et ne reflètent pas le monde réel. Les oublier est une manière de maintenir la santé mentale, de préserver la pureté des enregistrements de ton expérience réelle. Pense-y du point de vue d'un ancêtre humain vivant dans la savane africaine il y a des centaines de milliers d'années. Si cet ancêtre ne pouvait pas distinguer la vision d'un lion dans un rêve de la vision d'un lion dans la réalité, si la peur d'une rencontre avec un prédateur dans un rêve se mélangeait au souvenir d'une rencontre réelle, sa capacité à évaluer les menaces réelles serait compromise. Il pourrait développer des phobies irrationnelles basées sur des dangers imaginaires, ou pire, sous-estimer un danger réel parce que son système d'alarme aurait été désensibilisé par de fausses alertes issues des rêves. Une séparation claire entre l'éveil et le sommeil n'est pas seulement pratique, elle est nécessaire à la survie. Les organismes qui ont développé des mécanismes fiables pour oublier les rêves tout en conservant les souvenirs de l'éveil avaient un avantage adaptatif significatif. Mais cela nous amène à une question encore plus profonde. Si les rêves sont si éphémères, s'ils sont destinés à être oubliés, pourquoi existent-ils? Quelle est leur fonction évolutive? Cette question passionne les scientifiques depuis plus d'un siècle. Si l'évolution est un processus implacable, éliminant sans pitié tout trait qui ne contribue pas à la survie et à la reproduction, pourquoi a-t-elle conservé quelque chose d'aussi apparemment coûteux que la phase de sommeil paradoxal? Pense au coût. Chaque nuit, pendant plusieurs heures, ton cerveau consomme une énorme quantité d'énergie pour créer des mondes imaginaires, tandis que ton corps reste paralysé et sans défense. La réponse est que les rêves doivent offrir des avantages si fondamentaux qu'aucune lignée réussie n'a pu s'en passer. La première théorie importante sur la fonction évolutive des rêves se concentre sur la consolidation et la réorganisation de la mémoire. Ton cerveau n'est pas simplement un dispositif d'enregistrement passif qui stocke l'expérience. C'est un système dynamique qui réorganise constamment, classe et intègre de nouvelles informations dans des structures de connaissances existantes. Ce processus de consolidation de la mémoire ne peut pas se produire efficacement pendant que tu es éveillé et constamment bombardé de nouvelles informations sensorielles. Tu as besoin d'un temps où tu es déconnecté, un temps où le cerveau ne traite pas d'entrées externes et peut se consacrer pleinement à la tâche d'intégration interne. Le sommeil,
et en particulier la phase de sommeil paradoxal, fournit exactement ces conditions. Pendant le sommeil paradoxal, ton hippocampe rejoue les expériences de la journée à un rythme accéléré, envoyant des enregistrements au cortex cérébral où ils sont tissés dans le vaste réseau de ta mémoire à long terme. Mais la consolidation de la mémoire en elle-même n'explique pas pourquoi nous avons besoin d'une expérience consciente des rêves. Certains neurobiologistes suggèrent que les rêves ne sont pas simplement un effet secondaire de la consolidation de la mémoire, mais une partie intégrante de ce processus. Quand ton cerveau déplace des souvenirs et les intègre dans des structures existantes, il doit essayer différentes connexions, explorer différentes associations, voir ce qui convient et ce qui ne convient pas. Les scénarios des rêves peuvent être la manifestation consciente de ce processus d'exploration. Ton cerveau joue littéralement avec tes souvenirs, les combinant de nouvelles manières pour voir quels motifs émergent. Ce jeu créatif peut faciliter la découverte de nouvelles associations, de nouvelles solutions à des problèmes, de nouvelles façons de comprendre des expériences passées. Une autre théorie évolutive influente se concentre sur la fonction des rêves comme simulateur de menaces. Cette théorie affirme que les rêves ont évolué comme un système de réalité virtuelle biologique pour répéter des réactions à des situations dangereuses. Nos ancêtres vivaient dans un monde rempli de menaces, prédateurs, guerres intertribales, catastrophes naturelles, conflits sociaux. La capacité à anticiper ces menaces et à y réagir efficacement était vitale pour la survie. Mais attendre qu'une menace réelle apparaisse pour apprendre à y réagir n'est clairement pas optimal. Il est bien mieux de pouvoir répéter des réactions à des menaces dans un environnement sûr où les erreurs ne sont pas fatales. Les rêves fournissent exactement cet environnement d'entraînement sans risque. L'analyse du contenu de milliers de rêves a montré qu'une proportion étonnamment élevée d'entre eux contient des éléments menaçants. Poursuites, attaques, chutes, perte de proches, conflits sociaux. Ces thèmes apparaissent beaucoup plus souvent que ne le justifie leur occurrence dans la vie éveillée. De plus, les rêves sont rarement une observation passive des menaces. Le rêveur participe généralement activement aux événements. Il court, se cache, se bat, essaie de s'échapper ou de résoudre le problème. C'est une pratique active, pas une observation passive. Et les rêves ne sont pas des reproductions littérales d'expériences passées. Ce sont des recombinaisons créatives, de nouveaux scénarios basés sur des éléments d'expérience, mais assemblés chip-in en nouvelles combinaisons. C'est exactement ce que tu voudrais d'un simulateur. Pas seulement la répétition de situations passées, mais la génération de nouvelles variations pour maximiser l'étendue de la pratique. D'un point de vue évolutif, un ancêtre qui rêvait régulièrement de menaces et pratiquait des réactions à celles-ci avait un avantage significatif sur celui qui ne le faisait pas. Quand il rencontrait une menace réelle, ses réactions étaient plus rapides, plus fluides, plus efficaces parce qu'il les avait déjà répétées des centaines de fois dans ses rêves. Les connexions neuronales pour la réaction de fuite étaient déjà renforcées. Les motifs moteurs pour l'évitement étaient déjà imprimés, les évaluations des menaces étaient déjà affinées. Cet avantage pouvait faire la différence entre la vie et la mort, entre laisser une descendance et être exclu du pool génétique. Il y a aussi un aspect social profond dans la fonction évolutive des rêves. Les humains sont des animaux ultra-sociaux. Notre succès en tant qu'espèce dépend de notre capacité à coopérer en grands groupes, à comprendre et prédire le comportement des autres, à naviguer dans des hiérarchies sociales complexes. Cette capacité nécessite des modèles complexes de la pensée des autres. Les rêves fournissent un espace pour pratiquer cette simulation sociale. Dans tes rêves, tu interagis constamment avec des gens, interprètes leurs émotions, réagis à leurs actions, résous des conflits. Cette répétition sociale nocturne peut être aussi importante que la répétition des menaces physiques pour expliquer pourquoi les rêves ont été conservés dans le processus évolutif. Tout cela montre que les rêves ne sont pas un déchet évolutif ou un bruit neuronal. Ce sont des adaptations complexes qui remplissent de multiples fonctions importantes. Ils consolident la mémoire, traitent les émotions,
répète les menaces, pratique les interactions sociales et favorise la créativité et la résolution de problèmes. Le fait que nous oublions la plupart de nos rêves ne contredit pas leur importance. Les rêves sont précieux par le processus lui-même, parce qu'ils font pour ton cerveau pendant que tu les vis. Ils n'ont pas besoin d'être mémorisés pour remplir leurs fonctions adaptatives. Dans le chapitre suivant, nous examinerons une autre fonction importante des rêves, leur rôle en tant que laboratoire émotionnel nocturne. Nous apprendrons comment les rêves traitent et guérissent les blessures émotionnelles, comment ils agissent comme une thérapie automatique pendant le sommeil et pourquoi cette fonction pourrait être la plus importante pour ta santé mentale et ton bien-être. Chaque nuit, sans que tu t'en rendes compte, ton cerveau devient le thérapeute le plus parfait que tu aies jamais rencontré. Il ne facture pas, ne fixe pas de rendez-vous, ne te demande pas de parler de tes sentiments. Il te guide simplement à travers un processus de guérison émotionnelle pendant le sommeil, traitant les expériences de la journée, diluant le poison des événements traumatiques, intégrant des leçons émotionnelles complexes dans le tissu de ton être. Ce laboratoire émotionnel nocturne est peut-être la fonction la plus importante de la phase de sommeil paradoxal. Une forme d'entretien psychologique aussi nécessaire que la restauration physique qui se produit pendant le sommeil profond. Si ton corps utilise la nuit pour réparer les tissus et renforcer le système immunitaire, ton esprit utilise la nuit pour guérir les blessures émotionnelles, réguler l'humeur et te préparer psychologiquement aux défis du lendemain. C'est une thérapie automatique, un traitement émotionnel qui se produit sans ta participation consciente, mais avec des résultats profondément transformateurs. Pour comprendre comment fonctionne ce laboratoire émotionnel, il suffit de regarder de plus près la neurochimie unique de la phase de sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, ton amygdale, le centre de traitement émotionnel dans ton cerveau, est extrêmement active. Elle traite les souvenirs émotionnels, rejouant les impressions de la journée, en particulier celles qui étaient émotionnellement intenses ou anxieuses. Mais voici le détail crucial. Pendant que l'amygdale est active, la noradrénaline, le neurotransmetteur lié au stress et à l'anxiété, est totalement absente. C'est le seul moment de ton cycle de 24 heures, que tu sois éveillé ou endormi, où ton cerveau est dans cet état paradoxal. Il traite les émotions sans la substance chimique qui provoque le stress. C'est comme une opération émotionnelle avec une anesthésie parfaite. Tu peux travailler sur du matériel complexe sans la douleur aiguë qui l'accompagne habituellement. Cette combinaison unique crée ce que les neurobiologistes appellent un environnement émotionnellement sûr pour retraiter les souvenirs. Quand tu vis quelque chose de traumatique ou de fortement stressant pendant la journée, les souvenirs sont encodés avec une forte charge émotionnelle. L'amygdale marque ce souvenir comme dangereux, activant des réactions de stress chaque fois que tu t'en souviens. Si ce souvenir restait ainsi indéfiniment, tu pourrais développer une anxiété chronique ou un trouble de stress post-traumatique. Mais pendant le sommeil paradoxal, ton cerveau a la possibilité de prendre ce souvenir et de le recoder. Il réactive le souvenir, en quelque sorte, le revit à travers les scénarios du rêve, mais sans la libération de noradrénaline. La mémoire est recodée, réécrite dans ton architecture neuronale, mais cette fois avec moins de charge émotionnelle. C'est comme laver une tâche. Le premier lavage enlève une partie de la couleur, le deuxième en enlève encore plus, et finalement, après plusieurs cycles de sommeil, l'intensité émotionnelle diminue considérablement. Rappelle-toi une expérience spécifique et courante, une présentation publique ratée, une conversation difficile avec un proche, un moment de honte sociale. Au moment de l'événement, ton corps est inondé de cortisol et de noradrénaline. Ton cœur bat vite, tes paumes transpirent, ton esprit est en état d'hypervigilance. La mémoire enregistre toute cette intensité physiologique. Cette nuit-là, quand tu dors, ton cerveau peut rejouer cet événement ou une variation métaphorique de celui-ci. Peut-être rêves-tu que tu parles, mais que personne ne t'entend, ou que tu es perdu dans un lieu public,
ou que tu affrontes une autre forme symbolique de vulnérabilité sociale. Mais pendant que tu vis ces sentiments dans le rêve, ton corps ne subit pas la même réaction chimique de stress. Ton cerveau, à un niveau profond et automatique, apprend qu'il peut penser à cet événement sans activer la pleine réaction de lutte ou de fuite. Le lien entre le souvenir et le stress s'affaiblit. Des recherches fascinantes ont démontré ce processus en action. Des chercheurs ont montré à des participants des images émotionnellement troublantes, puis ont mesuré leur réaction cérébrale et cardiaque quand ils revoyaient les mêmes images après une nuit de sommeil. Les participants qui avaient un sommeil paradoxal normal ont montré le lendemain des réactions émotionnelles significativement réduites à l'image. Leur amygdale réagissait moins intensément. Leur rythme cardiaque augmentait moins, comme si la charge émotionnelle des images avait été partiellement éliminée pendant la nuit. Mais les participants dont le sommeil paradoxal avait été interrompu n'ont pas montré cette réduction. Ils réagissaient encore à l'image avec la même intensité émotionnelle. Le sommeil paradoxal était nécessaire au traitement émotionnel, et sans lui, les souvenirs anxieux conservaient toute leur force. Cela a des implications profondes pour la compréhension des troubles émotionnels. La dépression, l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique sont tous liés à des difficultés de régulation émotionnelle, à l'incapacité de traiter et de surmonter des expériences émotionnelles négatives. Et tous ces troubles sont liés à des perturbations du sommeil, en particulier du sommeil paradoxal. C'est un cercle vicieux. Les émotions non traitées perturbent le sommeil, et le sommeil perturbé empêche le traitement émotionnel. Les personnes atteintes de troubles de stress post-traumatique font souvent des cauchemars répétitifs sur l'événement traumatique. Mais ces cauchemars se produisent à des niveaux anormalement élevés de noradrénaline. Le cerveau essaie de traiter le trauma à travers les rêves, mais sans l'environnement neurochimiquement sûr du sommeil paradoxal normal, le traitement ne peut pas se produire. Le trauma est reproduit encore et encore, sans perdre de sa toxicité. Cette compréhension a conduit à l'émergence de nouveaux traitements pour le trauma. Certaines thérapies visent maintenant à améliorer la qualité de la phase de sommeil paradoxal chez les patients atteints de TSPT. D'autres apprennent aux patients à réécrire consciemment leurs cauchemars répétitifs avec une fin plus positive ou plus empowering. En essence, faisant manuellement ce que le sommeil paradoxal sain devrait faire automatiquement. Il y a même des recherches sur des médicaments qui réduisent les niveaux de noradrénaline pendant le sommeil, créant un environnement chimique plus favorable au traitement émotionnel. Toutes ces approches reconnaissent que le sommeil n'est pas seulement un temps de repos passif, mais un processus actif de guérison émotionnelle qui peut être soutenu ou interrompu. Au-delà du traitement des traumas, les rêves jouent un rôle clé dans la régulation de l'humeur quotidienne. Tu as probablement remarqué qu'après une bonne nuit de sommeil, les problèmes de la veille semblent moins écrasants, les soucis moins intenses, les petites irritations moins significatives. Il y a de la sagesse dans le vieux dicton selon lequel l'oreiller est le meilleur conseiller. Et la science moderne a confirmé cette intuition ancienne. Le sommeil, et en particulier la phase de sommeil paradoxal, recalibre ton système émotionnel. Il aide à rétablir l'équilibre après des expériences stressantes. Il empêche l'accumulation d'émotions négatives à un niveau pathologique et maintient ta capacité à réagir de manière appropriée à de nouvelles situations émotionnelles. Sans suffisamment de sommeil paradoxal, ce système de recalibrage tombe en panne et ta régulation émotionnelle se détériore rapidement. L'impact du manque de sommeil sur les émotions est dramatique et rapide. Après une seule nuit sans sommeil, ton amygdale devient 60% plus réactive aux stimuli négatifs. Tu réagis plus intensément aux petites déceptions, tu te sens plus menacé par l'incertitude sociale et tu es moins capable de mettre les expériences négatives en perspective. En même temps, la connexion entre ton amygdale et ton cortex préfrontal, la zone qui modère normalement les réactions émotionnelles, s'affaiblit. C'est comme si les freins de ton système émotionnel cessaient de fonctionner correctement.
Tes émotions deviennent plus instables, plus extrêmes, moins contrôlées. C'est un cerveau sans thérapie nocturne, sans le traitement émotionnel fourni par la phase de sommeil paradoxal. C'est un cerveau privé d'équilibre, vulnérable aux réactions excessives et aux mauvaises interprétations du monde social et émotionnel. Dans la manière dont les rêves traitent les émotions, il y a aussi un aspect créatif et de résolution de problèmes. Souvent, les rêves ne reflètent pas littéralement les situations émotionnelles auxquelles tu es confronté. Au contraire, ils les transforment en métaphores, symboles et scénarios alternatifs. Tu rêves d'être coincé dans un bâtiment en feu, quand en réalité tu gères une relation étouffante. Tu rêves de voler quand tu ressens un sentiment de liberté et de possibilité. Tu rêves de perdre tes dents quand tu te sens vulnérable ou hors de contrôle. Cette transformation métaphorique n'est pas aléatoire. En codant les expériences émotionnelles en forme symbolique, ton cerveau peut explorer différents aspects du problème, voir des connexions qui n'étaient pas évidentes et générer de nouvelles idées. Le langage métaphorique des rêves est le langage de l'inconscient, travaillant sur des dilemmes émotionnels complexes. Les rêves t'aident aussi à te préparer émotionnellement à des événements futurs. Si tu as une présentation importante demain, tu peux rêver de plusieurs variantes de son déroulement. Ton cerveau répète non seulement les actions, mais aussi les réactions émotionnelles, te préparant à gérer la nervosité, à te remettre d'erreurs et à surmonter des difficultés inattendues. Cette fonction de répétition émotionnelle est particulièrement importante pour les situations sociales complexes. Les humains vivent dans des réseaux sociaux complexes où la capacité à lire les émotions, à anticiper les réactions et à répondre de manière appropriée est cruciale. Les rêves te permettent de pratiquer ces compétences socio-émotionnelles dans un environnement sûr, renforçant les réseaux neuronaux que tu utiliseras dans les interactions réelles. En fin de compte, le laboratoire émotionnel des rêves témoigne de la profondeur avec laquelle ton esprit et ta biologie sont entrelacés. Tu ne peux pas séparer ta santé émotionnelle de la santé de ton sommeil. Ce sont des aspects d'un système intégré, chacun soutenant et dépendant de l'autre. Quand tu prends soin de ton sommeil, tu prends soin de ton bien-être émotionnel. Quand tu priorises 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit, tu ne te fais pas plaisir. Tu donnes à ton cerveau le temps nécessaire pour accomplir son travail important de traitement émotionnel, de guérison psychologique et de maintien des fonctions mentales. Après une bonne nuit de sommeil, tu es littéralement plus résilient, plus équilibré et plus capable, parce que ton cerveau a eu la possibilité de traiter et de diluer les expériences émotionnelles de la journée précédente. Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'un des phénomènes les plus fascinants de la conscience humaine. Les rêves lucides. Que se passe-t-il quand tu te réveilles dans un rêve, quand tu réalises que tu rêves pendant que le rêve continue? Peux-tu prendre le contrôle, devenir le dieu de ton propre monde onirique? Les réponses à ces questions révéleront les capacités extraordinaires de l'esprit humain et soulèveront des questions profondes sur la nature de la conscience elle-même. Imagine un instant que tu es au milieu d'un rêve. Tu marches dans une ville que tu connais, mais qui s'est étrangement transformée. Les bâtiments défient la gravité et les rues se courbent à des angles impossibles. Soudain, quelque chose d'inhabituel se produit. Tu réalises que tu rêves. À cet instant magique, tout change. Les lois de la physique cessent de s'appliquer. Tu peux voler si tu le veux, traverser les murs, faire apparaître des objets de nulle part, transformer le paysage d'une seule pensée. Tu es devenu le dieu de ton propre univers, l'architecte conscient d'une réalité qui obéit à ta volonté. Ce n'est pas de la fiction ni de la science-fiction. C'est un phénomène réel, scientifiquement confirmé et expérimenté par des millions de personnes. Le rêve lucide. Dans cet état extraordinaire, la conscience éveillée coexiste avec l'état de sommeil, créant une forme hybride d'expérience qui défie nos catégories habituelles et ouvre des portes à des possibilités qui semblent magiques, mais qui sont en réalité totalement naturelles.
Les rêves lucides ont été documentés tout au long de l'histoire humaine. Des textes bouddhistes tibétains anciens décrivant des pratiques de yoga du rêve aux philosophes écrivant sur la conscience pendant le sommeil. Mais ce n'est que dans les dernières décennies que la science occidentale a commencé à les prendre au sérieux et à les étudier systématiquement. Le tournant a eu lieu quand des chercheurs ont obtenu la première preuve scientifiquement confirmée que les rêves lucides existent. Un sujet est venu dans un laboratoire de sommeil, s'est connecté à un électroencéphalographe qui suivait ses ondes cérébrales et ses mouvements oculaires, et s'est endormi avec l'intention d'atteindre la lucidité. Quand il a atteint la lucidité dans le rêve, il a bougé les yeux selon un schéma préalablement convenu. Les instruments ont enregistré ses mouvements oculaires et l'électroencéphalographe montrait clairement qu'il était en phase de sommeil paradoxal profond. C'était la première fois qu'un rêveur envoyait un signal intentionnel du monde des rêves vers le monde extérieur. Cette expérience a ouvert la voie à des recherches scientifiques. Il est vite devenu clair que les rêves lucides ne sont pas rares. Environ la moitié de toutes les personnes rapportent avoir fait au moins un rêve lucide dans leur vie. Et environ 20% font des rêves lucides avec une certaine régularité. Certaines personnes douées peuvent faire plusieurs rêves lucides chaque semaine. Mais le plus important, et c'est ce qui rend ce phénomène si fascinant d'un point de vue scientifique et pratique, c'est que la lucidité dans le rêve est une compétence qui peut s'apprendre. Avec les bonnes techniques et suffisamment de pratique, presque n'importe qui peut apprendre à prendre conscience de ses rêves. Ce n'est pas un don mystique accessible seulement à quelques élus. C'est une capacité naturelle de la conscience humaine qu'il suffit de cultiver et de développer. Alors, que se passe-t-il exactement dans ton cerveau quand tu réalises que tu rêves? Des recherches en neuroimagerie ont révélé un modèle fascinant. Pendant un rêve ordinaire non lucide, ton cortex préfrontal est relativement inactif. C'est la zone responsable de la pensée critique, de la métacognition, de la capacité à réfléchir sur ses propres pensées et de la conscience de soi. Mais quand la lucidité se produit, quelque chose d'inhabituel arrive. Le cortex préfrontal se réactive partiellement, en particulier les zones dans le cortex préfrontal antérieur et dorsolatéral. Ce sont ces zones qui sont liées à la métacognition et au contrôle exécutif à l'état d'éveil. C'est comme si une partie de ton cerveau se réveillait, tandis que le reste en phase de sommeil paradoxal. Tu es dans deux états en même temps, dans une conscience hybride qui combine la vivacité de l'imagination du rêve avec la réflexion consciente de l'éveil. Cette réactivation partielle du cortex préfrontal explique les caractéristiques distinctives des rêves lucides. Quand tu deviens lucide, tu retrouves ta capacité à penser de manière critique. Tu peux reconnaître les incohérences dans le rêve que ton moi non lucide aurait accepté sans question. Tu peux te souvenir de ta vie éveillée, de tes intentions, de ta véritable identité. Et surtout, tu peux, dans une certaine mesure, contrôler le rêve par un effort volontaire. Tu peux prendre des décisions conscientes sur ce que tu fais, où tu vas, ce que tu explores. Tu n'as pas un contrôle absolu. Le rêve a encore sa propre logique et sa dynamique, mais tu as beaucoup plus de liberté d'action que dans un rêve ordinaire. Tu es comme un réalisateur collaborant avec ton subconscient et non simplement un passager dans le voyage du rêve. Les rêves lucides ouvrent des possibilités extraordinaires pour l'exploration et la croissance personnelle. Imagine que tu puisses affronter tes peurs dans un environnement absolument sûr. Si tu as une phobie des araignées, tu peux faire apparaître des araignées dans ton rêve lucide et t'entraîner à interagir avec elles sans danger réel. Si tu as peur de parler en public, tu peux créer un public de milliers de personnes et t'entraîner à parler jusqu'à ce que tu te sentes en confiance. Si tu veux améliorer tes compétences dans un sport ou un art, tu peux répéter des mouvements complexes avec ton corps onirique. Et il y a des preuves que cette pratique mentale améliore vraiment les performances physiques. Des athlètes utilisent les rêves lucides pour affiner leur technique. Des artistes utilisent les rêves lucides pour chercher de nouvelles formes créatives. Des thérapeutes
commencent à enseigner la lucidité dans les rêves, comme un outil pour surmonter les cauchemars et guérir les traumas. Apprendre à provoquer des rêves lucides demande de la patience et de la pratique, mais les techniques de base sont accessibles à tous. La première étape importante est de développer ce qu'on appelle la conscience critique ou la vérification de la réalité. Pendant la journée, quand tu es éveillé, tu développes l'habitude de te demander régulièrement « Est-ce que je dors ?» Puis tu effectues un test simple pour le vérifier. Tu essaies de pousser ton doigt à travers ta paume ou tu regardes un texte, détourne le regard et regarde à nouveau pour voir s'il a changé. À l'état d'éveil, ton doigt ne traversera pas ta paume et le texte restera le même. Mais dans le rêve, ces lois sont violées. Ton doigt traversera ta paume et le texte changera à chaque fois que tu le regardes. En effectuant régulièrement ces vérifications pendant la journée, tu finiras par en faire une dans un rêve, découvriras que tu rêves et atteindras la lucidité. Une autre technique puissante consiste à te répéter l'intention. Quand je m'endors, cette nuit, je réaliserai que je dors. Tu imagines vividement à quoi ressemblera la réalisation dans le rêve. Tu visualises le moment de la réalisation, les émotions qui l'accompagnent. Tu programmes ton intention dans ton esprit avant de plonger dans le sommeil. Des recherches ont montré que cette technique simple mais efficace peut augmenter significativement la fréquence des rêves lucides. Il existe aussi des techniques où tu te réveilles après 5 à 6 heures de sommeil. Tu restes éveillé pendant 20 à 30 minutes en pensant aux rêves lucides, puis tu te rendors. Cette période d'éveil intermédiaire augmente tes chances d'entrer en phase de sommeil paradoxal avec plus de lucidité. Une fois que tu as atteint la lucidité, la maintenir est une autre tâche. L'excitation initiale de réaliser que tu dors peut te réveiller. Ton premier instinct peut être de vouloir voler ou faire quelque chose de dramatique, mais ces impulsions peuvent déstabiliser le rêve. Des praticiens expérimentés des rêves lucides ont développé des techniques pour stabiliser et prolonger la lucidité. Une méthode courante est de frotter tes mains dans le rêve ou de toucher des objets dans le rêve, ce qui semble ancrer ta conscience dans l'environnement onirique. Une autre est de faire tourner ton corps onirique, ce qui peut empêcher le réveil et te transporter dans une nouvelle scène onirique si la actuelle s'efface. Avec la pratique, tu peux apprendre à rester lucide pendant de longues périodes, même à travers plusieurs scènes et transformations oniriques. Les rêves lucides soulèvent des questions philosophiques profondes sur la nature de la conscience et de la réalité. Quand tu es conscient dans un rêve, tu comprends que tout ce que tu expérimentes est une création de ton propre esprit. Les paysages, les gens, les événements. Tout cela est généré de l'intérieur. Et pourtant, cette expérience semble totalement réelle. Les couleurs sont vives, les textures tangibles, les émotions authentiques. Cela suggère que ta perception de la réalité, à l'état d'éveil, est aussi une construction, un modèle créé par ton cerveau. La principale différence est que, à l'état d'éveil, ce modèle est fortement contraint par un apport sensoriel constant du monde extérieur, alors que dans le rêve lucide, le modèle est libre de ses contraintes, mais le processus fondamental de construction de l'expérience consciente reste le même. Certains praticiens des rêves lucides rapportent des expériences allant au-delà du simple contrôle du scénario du rêve. Ils décrivent des rencontres avec ce qui semble être des aspects profonds de leur propre psyché, une sagesse intérieure se manifestant sous des formes personnifiées. Ils parlent d'expériences spirituelles, d'un sentiment d'unité avec le cosmos, de profondes intuitions sur la nature de l'existence. Bien que ces expériences soient subjectives et difficiles à vérifier scientifiquement, elles suggèrent la possibilité que les rêves lucides puissent être une porte vers des états de conscience élargis, vers des dimensions de l'esprit normalement cachées pendant l'éveil ordinaire. Des traditions contemplatives utilisent depuis des siècles des pratiques de rêves lucides précisément dans ce but, comme un entraînement pour reconnaître la nature construite de toute expérience.
La neurobiologie des rêves lucides a aussi révélé quelque chose de fascinant sur la plasticité de la conscience. Le fait que tu puisses entraîner ton cerveau à activer sélectivement le cortex préfrontal pendant la phase de sommeil paradoxal suggère que les états de conscience sont plus plastiques que nous le pensions. Tu n'es pas coincé dans des paramètres prédéfinis d'éveil et de sommeil. Tu peux créer des états hybrides, des mélanges uniques de différents aspects de la conscience. Cela ouvre des possibilités non seulement pour les rêves, mais potentiellement pour les états d'éveil. Si tu peux apprendre à moduler ta conscience de cette manière pendant le sommeil, à quoi d'autre pourrais-tu apprendre? La réponse est que tu pourrais cultiver des états extraordinaires de créativité, de compassion ou de clarté d'esprit. En fin de compte, les rêves lucides montrent que tu as plus de contrôle sur ton expérience consciente que tu ne l'imaginais. Tu n'es pas simplement à la merci de ton inconscient, vivant passivement ce que ton cerveau produit. Tu peux intervenir, tu peux participer consciemment, tu peux devenir co-créateur de ta réalité intérieure. Cette capacité, une fois développée dans le rêve, peut s'étendre à l'éveil. Tu peux apprendre à observer tes pensées et tes émotions avec la même clarté métacognitive que tu développes dans les rêves lucides. Tu peux développer la capacité à ne pas céder à chaque impulsion ou schéma de pensée habituel. Les rêves lucides sont un entraînement de la conscience elle-même. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le côté sombre du théâtre nocturne, les cauchemars et la paralysie du sommeil. Pourquoi notre cerveau nous effraie-t-il parfois avec des scénarios terrifiants? Que se passe-t-il de mal quand le rêve se transforme en prison de peur? Les réponses nous montreront que même dans les recoins les plus sombres de l'expérience onirique, il y a une fonction, un sens et un potentiel de compréhension. Il y a des nuits où le théâtre de tes rêves se transforme en maison des horreurs. Tu te retrouves poursuivi par quelque chose de monstrueux et implacable. Et tu cours à travers un paysage onirique qui devient de plus en plus claustrophobe et menaçant. Ou tu tombes infiniment dans un abîme sombre, éprouvant une terreur viscérale face à la destruction imminente. Ou peut-être vis-tu quelque chose d'encore plus terrifiant. Tu te réveilles, ou tu penses te réveiller, seulement pour découvrir que tu ne peux pas bouger. Ton corps est complètement paralysé. Tu sens une présence malveillante dans la pièce. Une ombre sombre qui s'approche de ton lit, et tu ne peux ni crier, ni fuir, ni rien faire d'autre que rester là, dans une terreur absolue. Ce ne sont pas simplement des expériences désagréables, ce sont des rencontres avec ce qui semble être le mal pur, une manifestation de ton propre cerveau se retournant contre toi, créant des scénarios d'horreur qui rivalisent avec les cauchemars les plus sombres de la fiction. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ton cerveau, cet organe conçu pour maintenir ta vie et ton fonctionnement, te tourmente-t-il parfois avec une terreur nocturne? Les cauchemars sont un phénomène universel dans l'expérience humaine. Presque tout le monde fait des cauchemars de temps en temps, et pour certains, ils sont une caractéristique régulière et destructrice de la vie nocturne. Les enfants font plus de cauchemars que les adultes, avec un pic de fréquence entre 3 et 6 ans, quand le cerveau en développement apprend à traiter les peurs et les menaces. Mais même à l'âge adulte, 2 à 8% de la population souffre de cauchemars fréquents qui altèrent significativement la qualité de vie. Ces cauchemars ne sont pas simplement des rêves désagréables, ce sont des expériences qui te réveillent dans un état de peur intense, avec un cœur qui bat la chamade, en sueur, parfois en criant ou en pleurant. Le contenu des cauchemars varie, mais certains thèmes reviennent encore et encore. Poursuite ou attaque, chute, emprisonnement, mort ou blessure de proches, catastrophe naturelle, humiliation ou honte publique. Pour comprendre les cauchemars, nous devons reconnaître qu'ils ne sont pas nécessairement des dysfonctionnements du système onirique. Beaucoup de cauchemars sont, en essence, le système fonctionnant exactement comme prévu.